Je suis sur les terrasses d'un des châteaux les plus emblématiques du Val-de-Loire. C'est le plus vaste de tous les châteaux de la Loire. Le domaine de Chambord, rêvé par François Ier au XVIe siècle, est depuis toujours en mouvement. Ce sera le thème de cet épisode aujourd'hui, un site en perpétuelle évolution qui sait faire le lien entre le passé et l'avenir. Donc je me présente, je m'appelle Harmonie, je vais être votre guide donc pour 1h30. Ensemble, on va faire un circuit d'une trentaine de kilomètres à l'intérieur de la réserve. Donc ça veut dire que là, on va accéder au territoire qui, normalement, est interdit à la circulation des visiteurs. Là, on est sur un territoire qui est absolument pas ouvert au public, hein. C'est un peu un privilège qu'on a là. Oui, complètement. On est rentré dans la réserve et là, effectivement, on passe vraiment dans les tout petits chemins et on va essayer d'aller trouver des sites sur lesquels on va pouvoir retrouver des indices de présence, notamment du sanglier, sur lequel je vais travailler avec les enfants ensuite en atelier. Un sanglier est capable de retourner entre 40 et 60 cm de profondeur lorsqu'il est bien affamé. Mais ça joue quel rôle dans ses habitudes alimentaires, ça, de retourner la terre? En fait, il va chercher tout ce dont il va pouvoir se nourrir sous la terre. Les vers, les larves, les bulbes, les glands, les racines, les châtaignes, les champignons, notamment c'est la période. Donc le sanglier est un omnivore opportuniste et il va chercher à se nourrir avec tout ce qu'il va trouver dans et sur la terre. L'intérêt de ces sorties dans la nature, c'est quoi finalement? On cherche à sensibiliser les enfants, créer de l'émotion, du sens. Et puis derrière, il y a quand même cet objectif de pouvoir leur transmettre un savoir. Parce que lorsqu'on connaît, on respecte un petit peu plus. On est en train de former les éco-citoyens de demain. Ah, d'ailleurs, donc là, on va retrouver en fait le site de la mare où on va travailler avec eux. Donc là, on est sur un site qui est quand même très fréquenté, notamment par les sangliers dès qu'il fait beau. Donc on voit l'eau qui s'est réduite, puisque l'hiver elle vient jusque là au bord. Et du coup on va trouver dans cette zone humide pas mal d'empreintes. Là on est plutôt sur des traces de sanglier, c'est plutôt l'animal qu'on piste un peu là? Ici, là, aujourd'hui, oui. C'est facile parce que c'est un animal qui est bien représenté sur le territoire, que les enfants connaissent bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur d'autres espèces. Après, ça c'est pas des traces d'animal, ça? En fait, si vous voulez, ça sont justement des moulages d'empreintes qui ont été faits hier avec le groupe que j'avais. Donc on voit le plâtre qui a un petit peu coulé. Donc voilà, l'enfant a essayé là de mouler cette empreinte-là. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que vous avez juste à côté des toutes petites empreintes. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est des biches, hein? Alors là, ce seront plutôt des marcassins, vu la taille. Des marcassins. Ce sont des... Alors là, des bébés sangliers. C'est ça, c'est plus des bébés à cette époque de l'année, à l'automne. On est plutôt sur le jeune adolescent. Et là, on laisse des traces de Sylvie et d'Harmonie. Hein. Alors, ce sont des espèces qui ne sont pas forcément dangereuses. Non, quoique. Ça, en fait, ce sont les réserves d'eau pour les sangliers qui viennent malaxer l'eau et la terre pour se faire des espèces de baignoires. Avec les enfants, on appelle ça la baignoire des sangliers. Le sanglier, été comme hiver, va enduire son corps de cette boue. Alors ils adorent jouer aux petits experts. Je ne sais pas si on va les voir, mais de temps en temps, on arrive à retrouver des poils de sangliers qui sont collés ici et ils repartent avec leurs petits poils, un petit peu comme un trésor. Ouais. Tiens, il y en a là. C'est le spa des sangliers, quoi. Un petit peu. Hein? Vous les tentez? Non, alors je suis pas spa aujourd'hui. Voilà. Ah ouais, carrément. Oui, oui. Donc on appelle ça des soies. Et avec ça, on fait les blaireaux, vous savez, pour les hommes pour se raser. Ouais, très bien. Et des pinceaux pour on la voit peinture. Le derme, ouais, le bulbe c'est ça. qui était dans le derme. Tout à fait. Le sanglier, une fois qu'il s'est enduit de boue, justement, il va frotter son corps sur des troncs d'arbres. Là, on voit par exemple, à la hauteur ici, on a une mousse qui est complètement écrasée. On voit des petits amas de terre à l'intérieur des rainures de l'écorce. Donc ça, c'est la serviette du sanglier. Alors c'est très drôle quand on travaille justement sur les crottes avec les enfants.
très très vite, finalement, ils se prennent au jeu, justement, du détective, de l'observateur, du fouineur. Hein. Les enfants aiment bien fouiller. Regardez la biche là-bas. Ça, c'est un cerf. Excellent. Il est vraiment planté au milieu de l'allée, là. Alors, Hein. vous voyez la différence entre la biche et le cerf? C'est que la Ouais. biche, elle est passée, elle a protégé le faon. Le cerf, il nous toise. Là, on est chez lui. Et il nous regarde, là? Bien sûr. Avant de partir. Ah oui, bien sûr. Non. Ah si, il nous toise. Il est chez lui. Il nous rappelle Genre, que là... qu'est-ce que vous fichez là, quoi? Une des attractions du domaine reste le brame du cerf. Alors même si c'est plus vraiment la saison, on ne pouvait pas passer à côté avec en prime un guide de premier choix. Une personne. Allez-y, montez, je vous en prie. Ils sont 12 privilégiés prêts à entrer dans le cœur du domaine de Chambord. Ensuite, quand vous serez posté dans le mirador, vous avez devant vous un filet de camouflage. D'accord? Ça, c'est pour que les cerfs ne soient pas perturbés par nos odeurs. Voilà, on rentre dans la zone qui est inaccessible au reste des visiteurs. Ces passionnés sont venus de loin pour entendre le brame du cerf et si possible les apercevoir. Mais avant, il faut rejoindre des anciennes fermes aménagées en mirador. Le cadre est somptueux. Reste à savoir si les cerfs vont faire leur apparition. Et bonne nouvelle, la soirée s'annonce exceptionnelle. Les cerfs sortent les uns après les autres de la forêt. De voir les cerfs de Chambord, c'est quand même, c'est vrai, un mythe qui est très intéressant. Vous n'êtes pas déçus? Non, pas du tout. Au contraire, très heureux de vivre ces moments-là. Comme chaque année, à la fin de l'été, les cerfs se disputent la suprématie des femelles. Mais certaines ne sont pas prêtes à se laisser approcher. Ce sera pour plus tard. Les vieux cervidés défient les jeunes mâles. Cette marche parallèle est une véritable lutte de territoire. Il y a de l'animation, il y a des cerfs, ça bouge. Il y a la présence des sangliers qui peuvent aussi prendre le relais quand on éventuellement serait capable de se laisser et de regarder les cerfs bramer. Grand solitaire, le cerf ne supporte aucune compagnie, même les sangliers sont chassés de la prairie. Ce jeune mâle porte encore les stigmates du combat de la nuit précédente. Blessé aux membres inférieurs, un de ses bois s'est brisé. S'il est suffisamment vaillant, il survivra. Au total, à Chambord, 70 cerfs dominants tiennent une place de brame dans la plus grande réserve d'Europe. C'est quoi ces pierres, dites-moi? C'est quoi? C'est du calcaire qui vient d'Averdon, qui est donc une carrière qui est tout près de Blois, Ouais. et qui est très proche de la pierre qui a été utilisée pour les fondations de Chambord. Comment peut-on présenter ce qui vous caractérise, hein? En fait, j'essaie de déplacer des morceaux de montagne ou des morceaux de paysage et de les mettre en situation dans des lieux plus sociaux, on va dire. Et en fait, mon intervention, c'est de les rendre mobiles. Alors, vous vivez dans le Loir-et-Cher, on est dans Ouais. le Val-de-Loire, où effectivement on connaît l'importance de ces pierres qui sont votre matière première. Est-ce que ça a eu un rôle prépondérant dans votre travail? Les pierres du Loir-et-Cher, c'est très récent. En fait, c'est vraiment une relation avec le château de Chambord, où j'ai voulu utiliser des pierres locales. C'est des pierres qui ont servi aux fondations de Chambord, et le jeu avec le château m'intéressait. On peut peut-être parler de l'aspect assez unique de votre travail, ces confrontations entre volume et espèce de légèreté ou de fluidité. Comment vous approchez ça? La référence, elle est finalement très simple, c'est quand vous levez les yeux au ciel et que vous imaginez que vous êtes sur une planète qui bouge et que tout autour de vous bouge. Donc cette mobilité qu'on a beaucoup de mal à percevoir et qu'en même temps on vit au quotidien, même plus qu'au quotidien, à chaque instant, je crois que c'est ça c'est ça que je voudrais rendre présent.
dans une période où l'écologie devient prédominante, ou en tout cas la question d'écologie, même si ce n'est pas encore effectif, il y a aussi un respect de l'existence de l'être humain et de ce qu'il fait, et ce qu'il a fait. Et donc déplacer des pierres, ça a été finalement une activité ancestrale. Près de l'estuaire, à Saint-Nazaire, Laurent et sa femme cultivent des légumes, organisent des randos avec leurs ânes et permettent aux adhérents de cultiver collectivement quelques parcelles. Tout cela dans un but très simple, partager la beauté de ce lieu qu'ils adorent.